cet instant, un homme observe les événements. Un noble athénien du nom de Clisthène. Clisthène, élevé au sein de la caste dirigeante, a appris à mépriser les petites gens. Mais cette date marque un tournant dans sa vie, dans l'histoire de la Grèce et dans l'histoire des civilisations. Guidé par son instinct, Clisthène comprend qu'il faut alors accorder la liberté aux plus humbles, leur permettre de prendre en main leur destin, de se gouverner eux-mêmes. En prenant cette décision, Clisthène pose la première pierre de l'Empire grec. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes n'est pas et de loin la plus puissante ou la plus importante de ces petites nations. Argos existe depuis plus de 1000 ans. L'histoire de ses citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens dominent le commerce grec. Leurs navires sillonnent la Méditerranée chargés de marchandises en provenance ou à destination de l'Égypte, de la Syrie et de l'Italie. Mais l'une de ces cités, puissamment armée, menace d'imposer sa domination sur toute la Grèce de Clisthène. Dans le sud de la Grèce, le long des roselières du fleuve Eurotas, se dresse la cité de Sparte. Dès l'enfance, les Spartiates sont soumis à une éducation militaire. Élevés dans les champs, séparés de leur famille, leur vie est régie par la discipline et la guerre. Les Spartiates passaient leur temps dans leurs casernes et étaient tous formés au métier de soldats. La vie du Spartiate est dénuée de tout confort. Il ne possède guère plus que ses armes et sa cape teinte en rouge afin de dissimuler son sang ou celui de ses victimes. Les Spartiates devaient apprendre à endurer le pire. Il existe toutes sortes d'anecdotes à ce sujet. La meilleure étant celle d'un sybarite en visite à Sparte qui déclara, après avoir goûté la cuisine locale, « Je comprends à présent pourquoi les Spartiates n'ont pas peur de mourir au combat. C'est parce que leur nourriture est bien pire que la mort. » Nous sommes en 508 avant Jésus-Christ. C'est le premier pas d'Athènes vers la démocratie et la gloire. Pour la première fois de l'histoire, le peuple s'est retourné contre ses gouvernants et a pris le pouvoir. À cet instant précis, Athènes est aux mains de la foule. Le petit peuple qui s'est soulevé sans hiérarchie organisée se pose une question. Et maintenant, que va-t-il se passer ? À l'aube de cette nouvelle ère, les Athéniens font appel à un homme. Un personnage qui a tiré les leçons de ses expériences et de ses déceptions pour se forger une vision nouvelle de la politique. Le peuple demande à Clisthène de rentrer d'exil pour former un gouvernement. Lorsque Clisthène rentre à Athènes après l'expulsion des Spartiates, il doit relever un immense défi. Il lui est impossible de remettre au pouvoir un groupe d'aristocrates. Il lui est impossible de s'autoproclamer tyran. D'une certaine façon, Clisthène doit imaginer un gouvernement révolutionnaire pour répondre à une situation politique révolutionnaire.
Clisthène sait qu'il doit à présent confier aux Athéniens la maîtrise de leur avenir. Un lieu de réunion est donc taillé dans la roche sur l'une des collines d'Athènes. Les citoyens d'Athènes pourront ainsi se réunir à l'ombre de l'acropole afin de discuter de l'avenir de leur cité. C'est sur ces marches que les Athéniens pourront s'adresser à leurs concitoyens. Ce lieu est l'ancêtre de notre Chambre des députés et de tous les parlements du monde. Alors que les régimes précédents gouvernaient par la force de l'épée ou de la lance, Clisthène instaure un système simple, le vote. Un caillou blanc signifie oui, un caillou noir signifie non. Avec cette idée simple, Clisthène institue le gouvernement du peuple. Un système connu aujourd'hui sous le nom de démocratie. Mais tandis que la démocratie de Clisthène s'enracine peu à peu, une nouvelle menace se fait jour à l'Est. Le redoutable empire perse. Les Perses sont la plus grande puissance du moment. Ils gèrent un empire qui s'étend de l'Inde à la Méditerranée. Athènes étant de plus en plus puissante et sûre d'elle, les Perses comprennent que ce minuscule État situé à leurs frontières pourrait bientôt représenter une menace pour eux. Ils mobilisent une armée de 30 000 hommes dans le but d'envahir la Grèce. La démocratie de Clisthène va devoir affronter l'épreuve la plus difficile de sa jeune existence. En ce début du 5e siècle avant notre ère, les Perses constituent la plus grosse puissance militaire du monde. Leur vaste empire s'étend de l'Inde à la Turquie. Mais voici qu'à l'ouest, la minuscule République d'Athènes gagne de l'importance. C'est une menace que les Perses ne peuvent tolérer. Ces derniers exercent alors une effroyable tyrannie. À la tête de l'empire, Darius, que les Grecs désignent uniquement sous le nom de grand roi. En sa présence, les suppliants doivent se couvrir la bouche pour éviter de souiller l'air qu'ils respirent. Pour Philippides et ses concitoyens, la conquête d'Athènes par Darius et les Perses sonnerait le glas de tout leur mode de vie. La flotte perse accoste dans la baie de Marathon, à 42 km au nord-est d'Athènes. La nouvelle du débarquement se répand comme une traînée de poudre. Mais Athènes ne possède pas d'armée de métier. Il revient donc à chaque citoyen de défendre sa patrie. Les plus pauvres s'arment de lances, de bâtons, d'arcs et de flèches, tout ce qui leur tombe sous la main. Mais les soldats d'élite s'appellent les hoplites. Ils ont pu se payer une cuirasse en bronze, un bouclier, une lance et une épée. Les Athéniens vont envoyer des troupes réduites mais déterminées. Pour la première fois de son histoire, la République athénienne a sans doute dû rameuter toute sa population. Si elle a pu envoyer 10 000 hoplites sur une population qui devait compter 20 ou 30 000 citoyens, c'est que tout le monde s'y est mis. Mais alors qu'ils s'apprêtent à combattre les Perses, les Athéniens ont peu d'espoir de remporter la victoire. Ils sont 2 fois moins nombreux que leurs adversaires.
Philippides a été chargé de courir demander de l'aide à l'une des principales rivales d'Athènes, la cité-État de Sparte. C'est ici, au pied du mont Parnasse, que se trouve Delphes, le plus célèbre des oracles grecs. Au bord d'un gouffre creusé dans la montagne d'où s'échappe une source sacrée, c'est là que les Grecs viennent pour connaître leur avenir. Ils posent des questions à la Pythie, l'énigmatique prêtresse qui transmet les paroles du dieu Apollon. Les gens venaient de toute la Grèce pour consulter l'oracle de Delphes, et parfois même de beaucoup plus loin. La ville était considérée comme le centre de l'univers à cause de son nom Phallos, la pierre représentant le nombril de la Terre. Les gens venaient poser des questions sur leur vie privée, les mêmes questions qu'ils se posent aujourd'hui. Les archéologues ont retrouvé des inscriptions avec des questions posées à ces anciens oracles. Est-ce Aristos qui a volé le crin du matelas? Amion demande ce qu'il doit faire pour avoir des enfants travailleurs. Mais lorsque les Athéniens empruntent ce sentier en 480, leur question est à la fois simple et solennelle. Que peuvent-ils faire pour avoir la vie sauve? La réponse de l'oracle est on ne peut plus pessimiste. Pourquoi restez-vous ici, âmes condamnées? Fuyez aux confins de la terre, car tout est destiné à périr. Le feu et l'impitoyable dieu de la guerre vous anéantiront. Lorsque ce message est rapporté devant l'Assemblée, les Athéniens se répandent en clameurs. Ils ont le sentiment que les dieux les ont abandonnés. Mais Thémistocle refuse de céder à la panique. Il attend cet instant depuis la bataille de Marathon. Il renvoie le messager à Delphes pour qu'il consulte à nouveau l'oracle. Même si tout le reste est balayé, Zeus, au vaste regard, vous accordera un rempart de bois inexpugnable. Les commentaires vont bon train à propos de ce fameux rempart. Certains y voient l'Acropole, la forteresse qui se trouve au cœur d'Athènes, mais Thémistocle n'est pas de cet avis. Il a lu l'oracle et il en a donné une toute autre interprétation. Il a dit que le rempart de bois était les trières qui assureraient leur succès. Le plan de Thémistocle est audacieux. Il veut éviter un conflit terrestre et combattre les Perses en mer. Périclès s'intéresse plus particulièrement à l'Acropole, cette colline située au cœur d'Athènes qui abrite le temple d'Athéna, la patronne de la ville. « 20 ans plus tôt, les Perses ont incendié les temples qui s'y trouvaient. Les Athéniens ont laissé les ruines telles quelles en souvenir des victimes de la guerre. Mais Périclès a d'autres projets en tête. Il propose un vaste plan de reconstruction. Au centre se tiendra un nouveau Parthénon, un temple dédié à Athéna, qui sera un des plus beaux monuments de l'Antiquité. Ce temple sera ornementé comme nul autre avant lui. Des sculpteurs et des artisans affluent de toute la Grèce. Considérant la construction du Parthénon comme son œuvre personnelle, Périclès supervise les travaux. Il a choisi les architectes. Il a choisi les hommes qui ont dessiné les plans. Il s'est directement impliqué dans la conception du temple.
Certains l'accusent de parer la cité comme une catin. Mais lorsque l'édifice est achevé, 15 ans plus tard, ses adversaires sont réduits au silence. Le Parthénon reste le plus beau symbole de l'Empire athénien. C'est le cœur spirituel de la ville, l'emblème de son opulence, de sa puissance et de son génie artistique. En franchissant le seuil, on était ébloui. On se trouvait face à une statue d'Athéna haute de 15 mètres, d'or et d'ivoire, toute incrustée de pierres précieuses. Une statue de cette envergure, avec des ornements aussi somptueux, ne pouvait qu'en imposer. Le temple de Périclès dépasse tous les autres par sa beauté. Et bien que cette superbe statue d'Athéna ait été détruite, d'autres merveilles du Parthénon ont subsisté jusqu'à nous. Entre autres, sa célèbre frise. Un bandeau de marbre sculpté, long de 160 mètres, qui garnit les murs intérieurs du temple. Même si la frise du Parthénon ne dépasse pas les 6 cm d'épaisseur, les sculpteurs ont réussi à y faire figurer une foule de personnages, une longue procession d'Athéniens illustres et élégants. Périclès a voulu offrir à ses concitoyens une image d'eux-mêmes et de leur cité au sommet de sa gloire. Depuis des milliers d'années, l'homme pense que le monde qui l'entoure, le soleil, les étoiles et la lune sont des divinités et des esprits. Croyant recueillir des messages envoyés par les dieux, des civilisations anciennes, telles les Babyloniens, ont rassemblé une foule de données astronomiques. Ce calendrier babylonien détaille avec précision les mouvements des constellations dans le ciel et les dieux qu'elles représentent. Les connaissances babyloniennes se sont peu à peu répandues à travers le monde antique, jusqu'aux colonies grecques situées sur les côtes de ce qui constitue aujourd'hui la Turquie. Et c'est là qu'un changement radical aura lieu. Les Grecs vont transformer ce savoir et chasser du ciel le divin pour le remplacer par la raison. Petit à petit, les Grecs ont commencé à dire « ce ne sont pas des personnes, ce sont des choses ». Il s'agit d'un monde ordonné que l'esprit humain peut véritablement appréhender et que nous sommes susceptibles de comprendre. Ces Grecs se mettent à calculer et à prévoir les mouvements de la Lune et des étoiles grâce aux mathématiques et à la logique. Et ils cessent de vouloir tout expliquer par les dieux et les esprits. La science est née. L'un des grands savants grecs de cette époque s'appelle Thalès. Il écrira l'un des tout premiers traités de navigation en indiquant comment se repérer à l'aide des astres. Lors d'un voyage en Égypte, il parvint à mesurer la hauteur de la Grande Pyramide.
Il a eu un éclair de génie. Il est resté debout près de la pyramide en plein soleil et a attendu que sa propre ombre ait exactement la même taille que lui. Il a alors mesuré l'ombre de la pyramide et du même coup sa hauteur. C'est en fait l'application d'un théorème géométrique assez complexe. Ces Grecs vont ensuite mesurer la circonférence de la Terre, que la plupart des hommes imaginent encore plate, puis concevoir des machines à vapeur, des pompes à eau et des ponts suspendus. Mais Socrate ne s'intéresse pas à la mécanique physique. Il veut utiliser cette nouvelle forme de pensée basée sur la raison et la logique pour étudier l'homme. Le grand changement vient de Socrate, qui pour ainsi dire tourne le dos au monde de la nature. Lui veut s'occuper de l'individu. C'est l'autre qui devient un objet d'étude et d'attention. Socrate passe ses journées à discuter dans les rues d'Athènes, entamant dialogue et débat avec tous ceux qu'il rencontre. 150 000 personnes étant désormais entassées derrière les murs de la ville, il est dans son élément. L'un des traits les plus étonnants de Socrate, c'est qu'il est le premier citadin pur et dur. Il adore la ville. La vie urbaine est l'une de ses principales préoccupations. Socrate passe son temps à remettre en question les certitudes de ses concitoyens, leurs notions de bien et de mal, de bon et de mauvais. Il est ravi de braver les convenances. Socrate sera jugé par le même type de tribunal populaire qui a condamné 6 généraux à une exécution sommaire quelques années auparavant. Sa plaidoirie ne pourra excéder une certaine durée. Lors des procès athéniens, tous les temps de parole sont mesurés avec une clepsydre, par un écoulement d'eau régulier d'une jarre dans une autre. Mais Socrate ne manifeste aucune peur face à ses accusateurs. Il reste même campé sur ses positions. Il explique que non seulement il n'a pas corrompu Athènes, mais qu'il a au contraire fait progresser la cité. La comparaison vous paraîtra peut-être ridicule, mais je semble avoir été attaché à cette ville comme à un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit et qui a besoin d'un éperon qui l'excite et l'aiguillonne. Je vous exciterai et vous aiguillonnerai pour gourmander chacun de vous partout, toujours et sans relâche. Cette façon de parler n'est pas des plus diplomates. La cour déclare Socrate coupable et le condamne à la peine de mort. Socrate est conduit à la prison d'Athènes. Des vestiges de cet édifice subsistent. On devine encore la cellule où probablement a été enfermé Socrate. Certains vont relater ses derniers jours. Des amis lui rendent visite dans sa cellule. Ses récits sont parmi les plus célèbres textes grecs. Car c'est par sa mort que Socrate va transformer Athènes. Il va prouver que raisonnement et critique sont des principes qui méritent qu'on se sacrifie pour eux. Socrate sera exécuté selon le rite traditionnel athénien en buvant la ciguë. Certaines des coupes utilisées pour contenir le poison ont été préservées. C'est une mort extrêmement douloureuse, le système nerveux central étant progressivement paralysé.
Mais alors que l'heure de son exécution approche, Socrate s'adresse à ses amis comme s'il ne faisait aucun cas de toute cette affaire. En cet instant, la destinée m'appelle. C'est en effet à peu près l'heure pour moi d'aller au bain, car je crois qu'il vaut mieux prendre le bain avant de boire le poison et épargner aux femmes la peine de laver un cadavre.